la plupart des propositions de revenus inconditionnels s'alignent sur l'absence de conditions, sans conditions et sans contrepartie. Le montant du revenu inconditionnel doit être suffisant. Et j'entends bien qu'une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas beaucoup plus avancé. Suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion et suffisant pour échapper à l'exploitation. Ma position, c'est en fait tout le monde travaille. Tout dépend de la définition qu'on a du travail. Travail comme contribution. Et donc tout le monde contribue. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a un emploi. C'est tout un modèle qui théoriquement est intéressant, mais avant d'y arriver, il va peut-être falloir déjà qu'on paye les salariés qui travaillent, quoi. La question du fondement, c'est au nom de quoi défendre un revenu inconditionnel? Est-ce que ce serait juste de partager différemment le gâteau? C'est la situation actuelle qui est injuste quand on ne réserve que des miettes à certains et certaines au prétexte qu'ils n'ont pas d'emploi, par exemple. Il y a fort à parier qu'une partie au moins de la population décidera de se passer durablement d'emploi. Certains emplois seraient vraisemblablement désertés et d'autres ne seraient pas désertés. Il se pose la question des tâches pénibles. Donc en fait, la question, c'est qui acceptera encore de faire des tâches pénibles? La vraie objection, heureusement qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont suffisamment pauvres pour ne pas avoir d'autre choix que de réaliser les tâches pénibles à notre place. Avant même son éventuelle mise en œuvre, le revenu inconditionnel pose plein de questions chiantes à notre société aujourd'hui. Toutes les objections qu'on oppose au revenu inconditionnel, on peut aisément les retourner contre notre société actuelle. Si on dit qui fera les boulots pénibles quand on mettra en place un revenu inconditionnel, la question qu'il faut immédiatement se poser, c'est qui les fait aujourd'hui? Et est-ce que c'est juste? Donc il faut changer la société dès maintenant. Et surtout pas attendre un revenu inconditionnel. La proposition qui a été popularisée du coup dernièrement, notamment par Benoît Hamon, en fait c'est une proposition qui est super ancienne et qui a la particularité d'être portée aussi bien par des militants et militantes de droite que par des militants et militantes de gauche, mais évidemment avec des formes et des formulations qui vont être différentes. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'essayer de débroussailler un petit peu tout ça, de voir quelles sont les différentes options qui sont présentées, pour voir un peu ce que ça implique aussi en termes de choix politiques. Alors d'abord sur la question de la formulation, vous pouvez aussi bien entendre parler de revenu universel que de revenu d'existence, que de revenu de vie. On peut aussi parler d'allocation. Je pense à Philippe Van Parijs qui va parler d'allocation universelle par exemple. On peut parler de dotation, il y en a qui parlent de dotation inconditionnelle d'autonomie. Vous avez quelqu'un comme Bernard Friot et puis le réseau salarial qui va parler de salaire à vie. Il y a dividendes aussi, dividendes universels, dividendes citoyens. Bref, il y a plein de formulations, plein de vocables différents qui renvoient à l'arrivée à chaque fois à la même idée, même si encore une fois il y a plein de nuances différentes et des nuances qui peuvent avoir des conséquences notables. À titre personnel, je milite pour un revenu inconditionnel et si je devais être tout à fait complet, je devrais dire revenu inconditionnel suffisant de citoyenneté. Mais ça fait un peu long, donc je me contente de parler de revenu inconditionnel. Ça, c'est pour la question de la formulation. Ensuite, sur la forme. Sur la forme, la plupart des propositions de revenus inconditionnels s'alignent sur l'absence de conditions. Et quand on parle d'absence de conditions, d'inconditionnalité, il y a une double inconditionnalité. Ça veut dire sans conditions et sans contrepartie. Sans conditions, ça veut dire sans condition de revenus, ce qui fait que c'est cumulable avec d'autres sources de revenus, donc y compris un salaire. Sans condition, ça veut dire aussi sans condition de situation familiale, ce qui veut dire que le revenu inconditionnel doit être versé à titre individuel. Il n'est pas versé au ménage, ce qui peut avoir une importance notamment dans une optique d'indépendance économique des femmes. C'est versé sans condition d'âge, ce qui fait qu'il est versé tout au long de la vie, de la naissance à la mort. Alors généralement, les propositions intègrent quand même une modulation du montant en fonction de l'âge. Généralement, on part du principe que les mineurs vivent avec des majeurs, et donc ça permet de mutualiser certains coûts. Donc on propose des montants plus faibles pour les mineurs. Alors le point qui est peut-être le plus débattu, c'est la question de la nationalité ou de la résidence. Quelles conditions on met? Parce qu'on a beau parler de revenu inconditionnel, dans tous les cas, il y a forcément en dernière instance une condition. À titre personnel, je retiens uniquement une condition de résidence. Je m'aligne sur le système fiscal. En France aujourd'hui, pour être assujetti à l'impôt sur le revenu, il faut passer 6 mois sur le territoire. Une fois qu'on a passé 6 mois sur le territoire, on est assujetti à l'impôt sur le revenu. Je me dis que ça devrait être le même principe pour le revenu inconditionnel. Passer 6 mois sur le territoire, on a droit au revenu inconditionnel. Donc, de mon point de vue, c'est indépendant de la nationalité, mais c'est conditionné à la résidence. Voilà pour le côté sans condition. Ensuite, il y a le côté sans contrepartie. Donc sans contrepartie, ça veut dire qu'on ne demande rien
en contrepartie aux bénéficiaires du revenu inconditionnel. Rien, ça veut dire pas de recherche active d'emploi. Ça veut dire pas de travail d'intérêt général. Ça veut dire pas non plus d'obligation de se retirer du marché du travail. Donc on essaye d'éviter ce que j'appelle les 3 dommages de la société laborieuse, donc le devoir d'emploi, le workfare et le tititainment, donc l'idée selon laquelle dans une société qui gagnerait toujours en productivité, nous pourrions répondre aux besoins de l'ensemble de la population, mais avec une fraction réduite de cette population au travail. Et la question qui se pose, c'est que faire de la fraction qui serait devenue inutile, du pain et des jeux, tititainment. Donc on vous verse un revenu, on vous divertit, mais merci de ne pas vous occuper de la vie sociale. Donc évidemment, ce n'est pas une option que les militants du revenu inconditionnel retiennent. Donc ça, c'est sur le côté inconditionnel, sans condition, sans contrepartie. L'autre point important sur la forme du revenu inconditionnel, et logiquement c'est là que les débats commencent vraiment parmi les militants militantes de cette proposition, enfin de ces propositions du coup je devrais dire, c'est la question du montant. À titre personnel, j'insiste sur le fait que le montant du revenu inconditionnel doit être suffisant. Et j'entends bien qu'une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas beaucoup plus avancé. Un montant. Alors, je précise un peu ce que j'entends par suffisant. Par suffisant, j'entends toujours 3 choses. Suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion et suffisant pour échapper à l'exploitation. C'est les 3 critères du suffisant que je retiens. Suffisant pour échapper à la pauvreté, ça veut dire que le montant, dans mon optique, le montant du revenu inconditionnel doit être au moins égal au seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'une fois le revenu inconditionnel mis en place, on doit éradiquer la pauvreté dans sa définition statistique, monétaire. Le seuil de pauvreté, du coup, aujourd'hui en France, les critères, c'est 60% du revenu médian. Donc, à la louche, on est autour de 1100 euros. 1100 euros pour une personne seule aujourd'hui. Donc il faudrait imaginer 1100 euros pour les adultes et quelque chose comme 300 ou 400 euros pour les mineurs, en ordre de grandeur. Suffisant pour échapper à la pauvreté, c'est ça. Suffisant pour échapper à l'exclusion, c'est l'idée selon laquelle le revenu inconditionnel doit permettre d'accéder aux biens et services essentiels, donc entendu comme ces biens et services qui sont essentiels à une participation active à la société. Là, il y a débat. Évidemment, il y a débat sur la définition de ces biens et services essentiels, et puis il y a débat sur la question de la définition du montant nécessaire pour subvenir à ce type de besoin. Il y a des études qui ont été faites à partir de panels citoyens. Donc les panels citoyens, on prend des gens tirés au sort et on les fait cogiter sur des questions de société, un peu comme la Convention citoyenne, mais en plus réduit. Et donc dans le cadre de ces panels citoyens qui ont été réalisés dans différents lieux, il y a 3 montants qui sont sortis, un montant pour les zones rurales, un montant pour des villes comme, alors les 2 villes qui étaient ciblées, c'était Dijon et Tours, donc des plus petites villes que Lyon, mais l'ordre de grandeur est à peu près le même, et puis un montant pour Paris. Et alors je vous donne les ordres de grandeur, je vous donne pas à l'euro près, mais en gros, dans des villes moyennes à grandes, on est autour de 1450 euros par personne. En zone rurale, on est autour de 1550 euros. Et à Paris, on est autour de 1650 euros. Donc voilà les ordres de grandeur. Ordre de grandeur qui... Alors oui, je me suis pas présenté, mais du coup... Moi, j'ai fait trop rapidement, désolé. Non, mais du coup, je dois préciser quelque chose. Je suis décroissant et objecteur de croissance. Ça veut dire que je pars du principe, objecteur de croissance, que la croissance économique n'a aucune raison d'être un objectif politique dans une société comme la nôtre. Pour le dire autrement, je pense qu'on a oublié de se poser une question qui me semble cruciale, la question du suffisant, la question du assez. En fait, à partir de quand est-ce qu'on dira, maintenant, en fait, là, on a produit suffisamment, ça sert à rien d'essayer de produire plus d'année en année. Si on se posait sérieusement la question du suffisant, en fait, on pourrait assez facilement découvrir que nous sommes dans une société du trop. C'est-à-dire que, c'est ça mon côté décroissant, je pars du principe qu'on est une société de consommation. Une société de consommation, c'est une société de surconsommation, donc de surproduction, une société dans laquelle, du coup, on travaille trop, on produit trop, on consomme trop. Et donc, il faudrait tout faire en moins et en mieux. Et ayant dit cela, quand je vois que les montants qui sont jugés suffisants, satisfaisants pour répondre à nos besoins, sont de l'ordre de 1450, 1550 ou 1650 euros, suivant l'endroit où on vit, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question, c'est-à-dire quel est le type de relation que nous voulons entretenir avec les autres habitants de la planète? Si on part du principe que chez nous, en France, il faut au moins ce niveau de vie pour vivre décemment, quelle est la part qu'on laisse aux autres?
et quand je dis aux autres, c'est les humains et les non-humains. Il faut se poser plus sérieusement la question du suffisant. Mais j'aurai sans doute l'occasion d'y revenir plus loin. Et le troisième critère du suffisant, c'est suffisant pour échapper à l'exploitation. Et donc là, l'idée, c'est que le revenu inconditionnel doit permettre de se passer durablement d'emploi. Et parce qu'il permet de se passer durablement d'emploi, du coup, il permet de refuser un emploi si on estime que les conditions d'embauche ne sont pas satisfaisantes, que les conditions de rémunération ne sont pas satisfaisantes, que les conditions de travail, que le sens n'est pas satisfaisant, ou parce qu'on a juste autre chose à faire. On a mieux à faire, on a d'autres activités à réaliser dans d'autres cadres que l'emploi, et donc on a la possibilité effective de le faire. Donc c'est ça les trois critères que j'entends par suffisant, sachant que, évidemment, cette exigence de montant suffisant n'est pas forcément retenue par l'ensemble des militants militantes du revenu inconditionnel. Alors généralement, je distingue trois grandes catégories de militants du revenu inconditionnel, de propositions de revenu inconditionnel. Il y a les propositions de droite, il y a les propositions de gauche, et puis il y a les propositions ni de droite ni de gauche. Je ne sais pas si vous connaissez la formule, qui dit ni de droite ni de gauche, donc de droite. Je me contente de dire, de mon point de vue de gauche, ni de droite ni de gauche, donc pas de gauche. Et en gros, on va pouvoir faire le tri en fonction de l'impact sur différents éléments de notre société. Donc ça va être l'impact sur le droit du travail, l'impact sur la protection sociale et l'impact sur les inégalités. Suivant le type de proposition, suivant la forme de chaque proposition, il va y avoir un impact différent donc sur ces trois éléments. L'impact sur le droit du travail va dépendre étroitement du montant. Si le montant est suffisamment élevé, alors ça permet une inversion du rapport de force sur le marché du travail avec des salariés qui vont avoir la possibilité de dicter leurs conditions d'embauche aux employeurs. Inversement, si on propose des montants faibles, insuffisants, alors ce qui va être l'optique de droite, ça va être le cas notamment en France du Liber, donc qui est une proposition faible, avec un montant de l'ordre de celui du RSA. C'était historiquement aussi la proposition de Milton Friedman, par exemple, qui proposait un montant volontairement insuffisant, uniquement comme marchepied pour pour permettre aux plus démunis d'essayer de sortir de la pauvreté. Le montant qu'il proposait n'était pas suffisant pour sortir seul de la pauvreté, mais donner un coup de pouce pour essayer d'en sortir. Les propositions ni de droite ni de gauche vont chercher à ne rien changer à l'ordre social, on va dire. En termes de répartition des revenus, par exemple, et donc ne rien changer non plus sur le droit du travail. Et les propositions de gauche donc, vont avoir pour objectif d'améliorer la protection sociale, d'améliorer le droit du travail et de réduire les inégalités. Voilà donc les grandes lignes, les grandes catégories qu'on peut faire de propositions de revenus inconditionnels. La question du fondement, c'est au nom de quoi défendre un revenu inconditionnel ? En vertu de quoi on peut dire c'est juste de mettre en place un revenu inconditionnel. Et il y a trois catégories de fondements. Il y a une partie des propositions qui va reposer sur une logique de droit à la vie, dans la lignée finalement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui nous dit, alors dans les articles qui vont parler des droits économiques, sociaux et culturels, donc la DUDH nous dit tout individu a droit à un niveau de vie décent en tant que membre de la grande famille humaine, en substance. Et donc on reconnaît à toutes et tous un droit à une vie digne. À ce titre-là, si on va au bout du raisonnement, en fait, un droit à une vie digne, aujourd'hui, dans la plupart des sociétés, ça passe par un droit à un revenu qui permet d'accéder aux biens et services essentiels. Ça va être le premier fondement. Un deuxième fondement, ça va être la question de la liberté. Sachant que cette question de la liberté, elle peut être abordée sous un angle de droite ou sous un angle de gauche. Donc l'angle de droite, ça va être celui de Milton Friedman, encore une fois, qui disait tout le monde doit avoir la liberté de sortir de la pauvreté, encore une fois. Donc marchepied, hop, et on donne la possibilité de sortir de la pauvreté. Et puis il y a une version de gauche de cet argument de la liberté qui va être porté notamment par Philippe Van Parijs dans la lignée de John Rawls, donc le grand philosophe politique américain, qui n'était pas pour le revenu inconditionnel, mais Philippe Van Parijs, philosophe belge qui est fondateur notamment du Basic Income Earth Network, donc le réseau international qui porte le revenu inconditionnel au niveau mondial. Philippe Van Parijs, lecteur de John Rawls, a cru naïvement que John Rawls était pour le revenu inconditionnel, et il a repris l'argumentaire de John Rawls pour effectivement soutenir un revenu inconditionnel. L'argumentaire de John Rawls est le suivant: un État libéral, c'est-à-dire neutre vis-à-vis des différentes conceptions alternatives de la vie bonne,
On a toutes et tous des conceptions alternatives de la vie bonne, on peut se livrer à des choix différents. Un État libéral doit être neutre. Il ne doit pas dire c'est telle conception de la vie bonne qui est la meilleure, etc. Et s'il est neutre, il doit donner la possibilité effective à chacun et chacune d'entre nous de concrétiser sa propre conception de la vie bonne. Et donner ces possibilités, ça suppose de verser un revenu suffisant pour pouvoir concrétiser ces conceptions alternatives de la vie bonne. Donc ça, c'est le fondement libéral. Et puis il reste un dernier fondement, alors que je regroupe sous l'idée de la propriété, un droit à la propriété. Donc vous avez un droit à la vie, un droit à la liberté et puis un droit à la propriété, qui va se scinder également en deux, avec historiquement la proposition de Thomas Paine, donc à la fin du XVIIIe siècle, dans son texte qui s'appelle La justice agraire, qui disait en fait nous sommes tous copropriétaires de la planète. Et en tant que copropriétaires de la planète, nous avons toutes et tous droit à une rente dès lors que des gens utilisent cette planète pour en tirer des revenus. On est tous copropriétaires, donc on a tous droit à une rente. Donc ça s'appuie sur la propriété. C'est pas le fondement que je retiens, moi je préfère m'appuyer sur un autre fondement, donc toujours sur cette question de la propriété, donc toujours un fondement contributif. Moi je pars du principe que chacun et chacune d'entre nous contribue à l'enrichissement collectif. Et qu'à ce titre-là, on a tous eu droit à une part du gâteau que nous contribuons à produire, du gâteau économique que nous contribuons à produire, et une part suffisamment grande pour nous permettre de continuer à produire ce gâteau dans de bonnes conditions. Donc je pars du principe, mais on pourra aussi y revenir plus longuement dans la discussion si vous le souhaitez, je pars du principe qu'il n'y a pas que dans l'emploi qu'on contribue à l'enrichissement collectif. Je pense qu'on peut assez facilement tomber d'accord sur ce constat. Il y a des tas de gens qui sont bénévoles dans notre société. Et il me semblerait particulièrement injuste de dire que ces bénévoles ne contribuent pas à l'enrichissement collectif. Et j'ai tendance à me dire que en fait, nous sommes toutes et tous bénévoles dans une grande association qu'on appelle société. Et donc à ce titre-là, en fait, nous contribuons tous à produire le gâteau économique. Nous avons tous droit à une part de ce gâteau, une part suffisante pour continuer à le produire dans de bonnes conditions. Et c'est la situation actuelle qui me semble injuste, c'est-à-dire qu'on va refuser une part à des gens au prétexte qu'ils n'ont pas d'emploi. Donc c'est ce fondement que je retiens. Je dis il faut verser un revenu conditionnel qui permettrait de reconnaître la contribution de chacun de nous à l'enrichissement collectif. Et du coup, quel est l'objectif de ce revenu inconditionnel? Donc vous voyez qu'il y a tout un éventail de propositions avec des formes différentes, avec des conditionnalités différentes, avec des montants différents, avec des justifications différentes. Les objectifs sont eux aussi différents. Alors là aussi, 3 familles. Une première famille qui va avoir pour objectif la simplification. Donc en se disant en fait, on peut faire plus simple que notre système socio-fiscal actuel qui va ajouter des aides à des aides et des aides et puis des impôts à des impôts et des impôts. Si on fusionne tout ça et qu'on met en place une sorte d'impôt négatif sur le revenu à l'arrivée, ce serait beaucoup plus simple à gérer. Donc c'est, je dirais, la version la moins ambitieuse du revenu inconditionnel en termes d'objectifs, c'est une version minimaliste. Ensuite, il y a une option que je pourrais qualifier de pacificatrice, qui vise à améliorer la situation des plus démunis, en se disant que de fait, le sort que nous réservons aujourd'hui aux ceux qui sont les moins bien classés dans notre société n'est pas juste, n'est pas digne, et donc il faudrait améliorer sensiblement leurs conditions de vie pour limiter les tensions sociales au sein de notre société. Et puis, il y a une troisième catégorie d'objectifs, et c'est dans cette catégorie que j'inscris ma proposition, qui poursuit un objectif subversif, donc qui conduirait à remettre en cause de manière plus radicale l'ordre économique et social. Quand je dis ordre économique et social, c'est la distribution des revenus et les objectifs en matière de politique économique que nous souhaitons nous donner. Dans une optique qui, de mon point de vue, devrait être décroissante, donc antiproductiviste, donc anticapitaliste. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce premier tour de prise de parole. Les prix qui ont augmenté 10 ou 15%, on vient de le faire en 4 ans et il n'y avait quand même pas de revenu universel pendant ce temps-là. Donc au final, ça ne change pas forcément. Et puis, par ailleurs, souvent vient la question du financement, vient la question de, du coup, est-ce qu'on donne pareil, du coup, les riches, les pauvres, ces histoires-là. Moi, pour ma part, étudiant, j'étais déjà pour une forme de revenu universel, de bourse universelle en supprimant la demi-part fiscale, des choses comme ça. En tout cas, voilà, quelles sont aujourd'hui les réflexions pour le financement de ça? Parce qu'on en parlait tout à l'heure dans notre débat d'actualité. On a un gouvernement qui se sert de la dette pour expliquer qu'il faut supprimer ou en tout cas dégrader le service public, ce qu'il a déjà bien commencé à faire depuis plusieurs années.
Donc du coup, cette question-là du financement, il faut qu'elle soit éclaircie. Voilà, ça fait partie des sujets. Et puis nous, en tant que syndicalistes, on défend les gens qui travaillent, en fait. Donc, par rapport à ça, nous, ça nous intéresse de continuer à défendre les gens qui travaillent. Et est-ce que vraiment le rapport de force, de ce point de vue-là, du coup, bah voilà, ce que vous avez évoqué, ça bouscule le rapport de force par rapport au salaire et aux conditions de travail, mais voilà, est-ce qu'on pourra continuer à faire ça ou il faudra qu'on crée... alors, il y a déjà des syndicats pour les retraités, pour les chômeurs, même si au niveau chômeur, pour l'instant, l'UNSA, on n'est pas encore hyper bon là-dessus, mais on va s'améliorer. Mais du coup, voilà, l'UNSA des bénévoles, quoi. Donc, il faut se poser la question de ce qu'on peut faire. Pascal, et puis après, on laissera M. Milando répondre à tout ça. C'était pour rebondir sur une mise en œuvre ou les travers possibles. On l'a vu historiquement. Parce que alors, Pascal, est-ce que tu veux parler un peu plus fort? On a créé les APL. On a créé des APL d'aide au logement parce que l'État s'est désengagé de la construction de logements sociaux. Qu'est-ce que ça a fait? Ça surenchérit automatiquement les loyers. Vous avez des APL, donc hop, le loueur prend les APL et surenchérit. Donc c'est la même question. Est-ce que créer un revenu universel, on va d'entrée surenchérir les prix? Vous touchez 1 000 €, donc tout va exploser par 50%, parce que de toute manière, vous avez déjà une base d'argent. On avait, nous, historiquement déjà, des mesures qui n'étaient pas le revenu universel. On avait le RSA, revenu d'insertion, qui maintenant, avec une version libérale, demande une contrepartie de 15 heures par mois. Donc bientôt, c'est plus un revenu d'insertion, c'est un travail mal payé. Nous, syndicalistes, et aujourd'hui, quand je vois certains montants, les bases minimum d'un montant de revenu universel, c'est parce que touchent les salariés. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on défend des salariés qui n'ont même pas ce revenu universel. La dernière fois qu'on a vu Wauquiez, j'ai parlé des salariés pauvres qui dorment dans leur voiture. La problématique, c'est que si on met ça comme revenu universel, c'est extraordinaire. Hein. Conceptuellement, on peut l'adhérer. Dans la mécanique, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais surtout, qu'est-ce qu'on donne à ceux qui vont travailler? C'est tout un modèle qui théoriquement est intéressant, sur lequel il faut qu'on progresse. Mais avant d'y arriver, il va peut-être falloir déjà qu'on paye les salariés qui travaillent. Quoi. Donc, et la décroissance, j'étais pendant quelques années à Nouvelle Dose et leader pour la députation de Nouvelle Dose. Quand vous parlez aux gens de décroissance, dès l'instant où vous leur dites qu'il faudra arrêter de partir en voyage en avion, les mecs ils étaient pas loin de nous sortir de la salle, quoi. Ils étaient pas loin de prendre des pavés, quoi. C'était un moment où en plus il y avait une fusion avec le Parti Socialiste, bon, avec Hamon et tout. Les mecs, on est à des années-lumière sur une partie des gens de la population de faire passer ces concepts. Et les premiers étages étant pas garantis nourrir, vivre décemment, on ne peut pas aujourd'hui venir les faire travailler sur une réduction, parce que les pauvres voient déjà leur vision, pas les riches, hein, une réduction de leur périmètre ou de leur liberté ou de leur capacité à pouvoir vivre. Il y a aussi, Pascal, il y a aussi une question là, de Sylvie Jakowski qui est avec nous en visio sur d'où viendra l'argent distribué s'il n'y a plus de redistribution. Bon, voilà, je pense que ça va un peu avec tout ça. Il faut expliciter la question d'où viendra l'argent distribué s'il n'y a plus de redistribution. Je ne crois pas avoir dit qu'il n'y ait plus de redistribution. L'argent qui est distribué, bon là, ça marche parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui payent des impôts. Voilà, qui contribuent. Si chacun décide de travailler, de ne pas travailler, est-ce qu'on aura assez d'argent pour verser ce revenu? Il vient d'où? Ok, je crois que là c'est facile. C'est plus clair, c'est bon. Et puis j'ai une autre question, c'est que la décroissance, oui, mais dans un monde où la démographie augmente constamment, il faut bien subvenir aux besoins de tout le monde. Donc, si on va dans un système de décroissance, ça veut dire que la démographie, il faut qu'elle baisse. Mais comment on fait? Le sujet, c'est principalement le revenu universel. On n'est pas directement sur est-ce qu'on veut un modèle décroissant.
chaque chose en son temps dans les discussions, ça fait déjà suffisamment de sujets. Donc voilà, on verra pour la suite. Bon, Baptiste, on vous écoute. Je commence par la question de la baisse des salaires éventuels. Est-ce que si on met en place un revenu inconditionnel, ça ne va pas tirer les salaires vers le bas? Encore une fois, tout dépend du montant. Et ça a été assez bien illustré avec votre discussion. Si on décide de mettre en place un revenu inconditionnel d'un montant suffisant, alors il y a peu de chances que les salaires baissent, ou en tout cas pas tous les salaires. Et il y a des salaires qui devraient augmenter, c'est les salaires des emplois pour lesquels on finirait par manquer de candidats. On se pose la question des tâches pénibles. C'est mon objection pénible préférée sur le revenu inconditionnel. Parce que quand on pose la question, généralement, en dernière instance, si je reprends le fil complètement, généralement, la première question qu'on pose sur le revenu inconditionnel, c'est la question du financement. Et en fait, si on tire le fil de la question du financement, il y a plusieurs manières de voir cette question. Il y a, d'une part, est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour financer le revenu inconditionnel? Et de fait, nous avons suffisamment d'argent pour financer le revenu inconditionnel. Je vous donne quelques chiffres pour que ce soit clair. Si on prend le revenu disponible par tête aujourd'hui en France, il est autour de 1 700 € par personne. Revenu disponible, c'est le revenu qu'on a quand on a perçu son salaire, ses prestations sociales et qu'on a payé tous ses impôts directs. 1 700 € par personne. Si on est capable d'assurer 1 700 € par personne en divisant le gâteau à part égale, alors on est capable d'assurer à tout le monde 1 100 €. Mathématiquement, c'est possible. La question qui se pose ensuite, c'est est-ce que ce serait juste de partager différemment le gâteau pour garantir à tout le monde 1 100 € par personne? Donc moi je dis évidemment c'est juste puisque ça permettrait de reconnaître enfin la contribution de chacun et chacune d'entre nous à l'enrichissement collectif. Et donc c'est la situation actuelle qui est injuste quand on ne réserve que des miettes à certains et certaines au prétexte qu'ils n'ont pas d'emploi par exemple. Ensuite la question c'est est-ce que ce serait ok alors admettons c'est possible, admettons c'est juste, est-ce que ce serait soutenable? Et donc c'est apparu dans au moins deux de vos questions, est-ce que ce serait soutenable dans le sens si on décide de mettre en place un revenu inconditionnel suffisant, alors il y a fort à parier, suffisant pour se passer durablement d'emploi, il y a fort à parier qu'une partie au moins de la population décidera de se passer durablement d'emploi. Et si on décide de se passer durablement d'emploi, comment est-ce qu'on finance le revenu inconditionnel? Ça c'est sûr. Il y a déjà la moitié là qui sont... Ils veulent faire le test. Hein. Du coup, ouais, bon, on va en parler, du coup c'est parfait. En fait, on s'aperçoit que certains emplois seraient vraisemblablement désertés, et d'autres ne seraient pas désertés. À titre personnel, je suis enseignant dans le supérieur, je peux garantir que si on me verse un revenu inconditionnel, je continuerai à enseigner dans le supérieur, ou je continuerai à enseigner en tout cas, je continuerai à enseigner, peut-être pas dans le supérieur, sans doute dans d'autres cadres, peut-être dans l'éducation populaire ou ce genre de choses, mais je continuerai à réaliser mon activité quotidienne. Je pourrais accepter de le faire bénévolement. Je pourrais accepter de le faire en étant moins bien payé, parce que je trouve que c'est une activité qui est particulièrement plaisante, épanouissante, gratifiante, etc. Donc, sur la question des baisses de salaire, on peut tout à fait imaginer une baisse de salaire pour les emplois qui sont les plus valorisés et les plus épanouissants. Par contre, se pose la question des tâches pénibles. Et en dernière instance, c'est ça en fait la vraie difficulté. Qui réalise les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel? Et je dis c'est mon objection pénible préférée parce qu'en fait, c'est l'objection qui montre le mieux la pertinence du revenu inconditionnel comme proposition politique. Si on écoute attentivement cette objection qui ressort systématiquement quand on parle de revenu inconditionnel, en fait, ce qu'il faut entendre, c'est qui fera encore les tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel, dans le sens où il y a déjà des gens aujourd'hui qui réalisent ces tâches pénibles. Qui fera encore les tâches pénibles, ça revient à se dire, en fait, aujourd'hui, ces gens qui réalisent ces tâches pénibles préféraient sans doute faire tout à fait autre chose de leur vie, de leur journée, de leur semaine, que de réaliser ces tâches pénibles. Donc si on leur donne la possibilité effective, avec un revenu d'un montant suffisant, de se passer durablement de ces tâches-là, ils vont sans doute sauter sur l'occasion. Donc en fait la question c'est qui acceptera encore de faire des tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel. Et là généralement, si on tire encore un peu le fil, on s'aperçoit que pour se poser cette question, qui acceptera encore de faire des tâches pénibles si on met en place un revenu inconditionnel, il faut soi-même être largement épargné par la réalisation de ces tâches pénibles. Si on fait partie des gens qui sont concernés directement par ces tâches pénibles, par la réalisation de ces tâches pénibles, alors on nous dit on va mettre en place un revenu inconditionnel, on se dit chouette. En fait, ça veut dire que je vais pouvoir arrêter de faire tous les boulots chiants que je fais quotidiennement. Et c'est une émancipation, c'est une libération. Donc en gros, la vraie objection, c'est qui acceptera encore de faire les tâches pénibles à notre place, si on met en place un revenu inconditionnel. Et on voit que la seule conclusion logique de cette objection, c'est heureusement qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont suffisamment pauvres pour ne pas avoir d'autre choix que de réaliser les tâches pénibles à notre place. Ce qui, quand on le dit à haute voix, est moche. Enfin, peut difficilement être défendu dans un débat politique.
Donc en gros, une des grosses vertus du revenu inconditionnel, de mon point de vue, c'est que ça nous oblige à nous poser cette question de la réalisation des tâches pénibles. Et pas quand on aura mis en place un revenu inconditionnel, mais dès maintenant. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on a le luxe de ne pas se poser suffisamment souvent la question de la réalisation des tâches pénibles. Non seulement la question des conditions de travail, mais évidemment la question des rémunérations, puis de manière générale, la question de l'opportunité et du partage de ces tâches pénibles. Le revenu inconditionnel, c'est vraiment pour ça que je défends le revenu inconditionnel, parce que avant même son éventuelle mise en œuvre, le revenu inconditionnel pose plein de questions chiantes à notre société aujourd'hui. En fait, je dis souvent, défendre le revenu inconditionnel, c'est un sport de combat. Et comme sport de combat, c'est une sorte d'aïkido. L'aïkido, le principe, c'est on utilise la force de l'adversaire et on la retourne contre lui. En fait, toutes les objections, je pourrais faire l'exercice, toutes les objections qu'on oppose au revenu inconditionnel, on peut aisément les retourner contre notre société actuelle. Si on dit qui fera les boulots pénibles quand on mettra en place un revenu inconditionnel, la question qu'il faut immédiatement se poser, c'est qui les fait aujourd'hui? Et est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on leur réserve un traitement qui est digne? À aucun moment on peut dire oui. Donc il faut changer la société dès maintenant. Et surtout pas attendre un revenu inconditionnel. Comment est-ce qu'on fait pour changer? Sur la pénibilité, on est d'accord. Ouais. Et d'autres pays ne sont pas des revenus universels. D'autres pays ne sont pas des revenus universels. Mais ont d'autres approches des travaux pénibles. Je prends la Suisse ou d'autres pays qui considèrent qu'un travail pénible ne peut pas être exercé plus de 10 ans. Ouais. Si vous êtes sur un travail avec de la pénibilité forte, votre métier ne peut être exercé que 10 ans et après c'est reconversion. Avec et donc, c'est aussi une autre logique d'aborder la pénibilité ou les tâches ingrates, c'est encore autre chose, parce que les tâches ingrates n'est pas obligatoirement pénibilité, surtout aujourd'hui au vu des gouvernements qu'on a eus qui nous ont dégagé la moitié des critères de pénibilité. Merci Hollande, merci Macron. Hollande pour les avoir fait, Macron pour les avoir dégagés. Et aujourd'hui, il y a déjà une pénurie sur ces métiers-là. Donc oui, effectivement, pour la Suisse, tout l'enjeu, c'est la définition de la pénibilité. Et effectivement, en fait, on s'aperçoit. Moi, je dis toujours, il faut passer de la société au révélateur du revenu inconditionnel. Une fois qu'on a ce revenu inconditionnel en tête, on voit assez bien à quoi ça ressemble les tâches pénibles. Et les tâches pénibles, c'est pas forcément celles qui vont être ciblées par législation sur la retraite ou ce genre de choses. En fait, on s'aperçoit qu'il y a d'énormes trous dans la raquette si on décide de définir sérieusement la pénibilité. Et donc, dans la pénibilité, il y a aussi effectivement le caractère ingrat, il y a le caractère dévalorisant, etc. Il y a tout ça dans la pénibilité. Donc, moi, ce que je dis, c'est avant même la mise en œuvre d'un revenu inconditionnel, sur la question des tâches pénibles, notre premier réflexe, et ça tranche radicalement avec la politique qu'on peut mener aujourd'hui, notre premier réflexe, ça doit être de s'en passer autant que possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une logique où il faut créer de l'emploi. Et quelle que soit la qualité de l'emploi, quel que soit l'intérêt de l'emploi, etc., pourvu que ce soit un emploi, on le crée. On fait marcher ce que j'appelle la turbine à turbin. Donc, on produit des emplois, pourvu que ce soit des emplois. La question qu'on doit se poser, c'est quel est le degré de pénibilité que je suis en droit d'exiger des autres? Et si on est un peu honnête avec nous-mêmes, ce degré de pénibilité, c'est à peu près le même que ce que les autres sont en droit d'exiger de nous. Je parle pour moi, et n'aimant pas trop travailler et n'aimant pas travailler trop, donc je sais que je ne peux pas exiger grand-chose en termes de pénibilité de la part des autres. Donc ça suppose de se passer de pas mal d'éléments de notre confort matériel. Je vous vois opiner. Ça, on appelle ça la décroissance, hein. Ni plus ni moins. Hein. Ça veut dire produire moins. En fait, notre société de croissance repose largement sur l'exploitation de plein de gens sur notre territoire et en dehors. Donc se passer autant que possible. Ensuite, faire soi-même, faire avec les autres, faire pour les autres dans une logique d'entraide. Arrêter de déléguer systématiquement les tâches pénibles comme on peut le faire aujourd'hui sans trop se poser de questions. Ensuite, pour toutes les tâches qui ne peuvent pas être réalisées en toute autonomie, repenser complètement l'organisation du travail. Donc aujourd'hui, on est dans une logique de division du travail, avec la constitution de postes de travail qui sont inégalitaires, et avec d'un côté du spectre des postes qui vont regrouper des tâches ingrates, pénibles et mal rémunérées, et de l'autre côté du spectre, des postes qui vont regrouper des tâches gratifiantes, épanouissantes et très bien rémunérées. Ça fonctionne que quand on peut miser sur des logiques d'exploitation. Si on ne peut pas miser sur des logiques d'exploitation, alors il faut rompre avec cette logique de division du travail et aborder plutôt une logique de partage des tâches. À titre personnel, avant d'enseigner, j'ai travaillé j'ai créé avec des copains-copines une coopérative, une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Alterconso sur Lyon, qui fait une sorte de grosse AMAP.
Très bien. Du coup, à Interconso, quand on a créé cette coopérative, on s'est dit, on met en place une logique de partage des tâches, c'est-à-dire que polyvalence, tout le monde fait tout. Notre exigence, c'était de ne pas avoir embauché de femmes de ménage ou de manutentionnaires, etc. On se disait, en fait, tout le monde doit tout faire, il n'y a pas de raison que certains se coltinent que les tâches ingrates quand nous, fondateurs, fondatrices, on va avoir les tâches gratifiantes. Donc, tout le monde faisait tout. Et évidemment, tout le monde n'aimait pas tout faire, mais c'est la vie. Et en l'occurrence, on n'était pas à plein temps, et donc ça nous permettait aussi d'avoir beaucoup de temps le week-end pour nous remettre des activités relativement pénibles qu'on faisait. Partage des tâches plutôt que division du travail. Et enfin, le dernier levier, c'est la question de la revalorisation. La revalorisation, donc reconnaissance, il y a la question du sens aussi. Enfin, en fait, si, je pense que on est toutes et tous prêts à faire des tâches pénibles. Alors vous devez le savoir, en plus quand vous êtes syndicaliste, il y a des trucs chiants à faire. Vous n'êtes pas rémunéré pour faire tous ces trucs chiants et pourtant on trouve des gens pour les faire. Si ça a un sens, on est prêt à faire des activités qui sont pénibles. Mais on est prêt à le faire s'il y a un minimum de reconnaissance. Donc s'il y a un sens et s'il y a un minimum de reconnaissance. Et la reconnaissance, ça se voit déjà dans le regard des autres. Et là, encore une fois, il faut repenser aux tâches pénibles qui sont présentes dans notre société et au mépris qu'on réserve aux gens qui réalisent ces tâches pénibles. Alors, au mieux, ils sont invisibilisés et au pire, ils sont méprisés. Donc, la reconnaissance, c'est savoir dire merci, se montrer reconnaissant. Et puis, c'est aussi revaloriser, donc se dire que ce sont les tâches pénibles qui devraient être les mieux rémunérées dans notre société. Ce qui implique une inversion totale des grilles de salaire. Le principal critère de justification des inégalités salariales, à mon sens, ça doit être la pénibilité. Et c'est en cela que je dis que le revenu inconditionnel tel que je le défends, avec d'autres, est subversif. C'est-à-dire qu'il invite à remettre en cause l'ordre économique et social de manière assez radicale. Donc il ne s'agit pas simplement de se dire comment est-ce qu'on améliore les conditions de travail, même si évidemment il faut y penser, mais comment est-ce qu'on améliore les conditions de travail des gens qui ont les moins bons emplois de la société, mais comment est-ce qu'on fait en sorte que si on est contraint, et je dis contraint dans le sens où pour moi ce serait déjà une forme d'échec, si on se retrouve à malgré tout constituer des postes de travail qui regroupent essentiellement des tâches pénibles, qu'on n'a pas réussi à supprimer, qu'on n'a pas réussi à faire soi-même, qu'on n'a pas réussi à partager, etc. Alors, il faudrait vraiment que ce soit bien mieux rémunéré, et bien mieux rémunéré que les autres emplois. Quid de l'implication dans la société de celui qui bénéficie du revenu universel? Comment aujourd'hui les sociétés fonctionnent de manière pyramidale, c'est aussi revoir tout ce système-là, c'est beaucoup plus au niveau associatif ou des collectifs de décision, ou des choses comme ça. Enfin, c'est aussi derrière qu'il faut... Ouais. D'où le côté subversif, je crois, qui a été évoqué. Au vu de à ce que j'écoute, c'est un système qui ne peut pas y aller étape par étape. Parce que soit le revenu est suffisant, soit il n'est pas. C'est-à-dire que pour éviter un certain nombre de biais, il faut tout enclencher dès le départ. Sinon, immédiatement, tu as des gens qui vont prendre les coursives pour essayer d'échapper à quelque chose qui, forcément, en y allant étape par étape, eh bien, il y aura toujours des échappatoires. Est-ce qu'il y a une étude au niveau d'un volet politique sur la mise en œuvre? C'est-à-dire, si on n'y va pas étape par étape, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut un autoritarisme très fort pour imposer, même si le projet est élu démocratiquement, porté démocratiquement par 50%, reste la question des 49% qui n'y ont pas adhéré. Quel autoritarisme est nécessaire pour obliger la non-augmentation des prix, quel qu'il soit, la renégociation des conventions collectives, totale, puisqu'il y a une inversion des grilles, la fin des achats, parce que c'est aussi la décroissance, c'est un tout. Donc par exemple, la fin des achats, on parlait des jeunes générations, de matériel, comme par exemple des iPhones ou ailleurs, qui ne respectent pas le minimum de droits sociaux. Pareil, comment on fait pour lutter contre le travail dissimulé? Parce qu'on sait très bien aussi qu'il peut y avoir une tentation du travail au noir, puisqu'on aura un matelas, parce que le revenu universel, c'est aussi finalement un revenu universel jusqu'à la mort. Donc forcément, il assure un minimum, ce qui peut rassurer certaines personnes, comme des artisans par exemple, qui pourraient continuer à faire un certain nombre de choses. Donc, comment mettre en place des outils, et je reviens sur mon mot tout à l'heure de coercitif,
quel est le projet de société politique qu'on décide, sachant qu'en plus, étant dans un pays démocratique, il peut y avoir des alternances, et on ne peut pas se permettre d'avoir la mise en place d'un revenu universel pendant 5 ans et de revenir dessus. Alors est-ce que ça impose la mise en place d'un régime qui impose et qui reste dans le temps? On s'est beaucoup mobilisé sur la question des retraites il n'y a pas très longtemps. Est-ce que dans la réflexion, ça veut dire que ça remplace d'une certaine manière la pension de retraite ou pas? Ça va un peu dans le sens de, du coup, s'il n'y a plus besoin de financer sa retraite. Pascal, tu veux dire autre chose? Et puis on laisse la parole à notre intervenant pour... Dans le revenu universel ou salaire universel, obligatoirement, et comme tu l'as dit, ça réinterroge obligatoirement la valeur travail, la notion de travail. Parce que qui dit revenu universel dit une partie des gens qui ont un revenu universel. C'est quoi le travail? Qu'est-ce que ça apporte? La reconnaissance, du sens. Ça interroge aussi plus loin la notion de méritocratie républicaine, c'est-à-dire celui qui fait un effort pour apprendre, qui sort, qui étudie, qui a un diplôme, qui globalement, si c'est pour avoir le même salaire ou pas de salaire, ou le salaire de revenu universel, ça interroge le travail, l'évolution, l'ascenseur social. Donc c'est clair que cette question est une vraie question de société profonde, mais ça interroge l'ensemble du spectre, dont le travail. D'une part, l'ascenseur social, il n'existe pas vraiment. Ensuite, la méritocratie, c'est quand même largement de la flûte. Hein. Vu d'où là où je bosse, si tu veux, je vois bien que c'est pas forcément le mérite des enfants qui travaillent à l'école qui font qu'ils réussissent. Enfin, tout ça, on a plein d'exemples, hein, si tu veux. Et il y a une question aussi qui est posée là, qui dit, bon, s'il y avait eu la question des retraites, mais il y a le reste. Le chômage, la sécu, les aides sociales, en gros, qu'est-ce qui fait l'État social? Et par ailleurs, nous, comme on est syndicat, ces institutions-là, elles sont censées être gérées de manière paritaire. Est-ce que ça veut dire que ça fait sauter, d'une certaine manière, le dialogue social dans la gestion de ces outils-là, et qu'il a renvoyé seulement aux entreprises, même si déjà aujourd'hui, le gouvernement, sur la question du chômage, a dit aux syndicats, vous devez vous mettre d'accord, mais vous devez, dans votre accord, faire moins temps. Voilà, donc c'est déjà un peu dirigé, mais voilà, quelle est l'implication? Alors du coup, je vais commencer par cette question, parce que c'est une question qui revient aussi, à laquelle je n'avais pas répondu précédemment, en fait, qui renvoie à la question du financement. J'ai écrit il y a quelques années un article qui disait le financement, faux problème, vraie question. Faux problème dans le sens où, encore une fois, on a les moyens, c'est pas la question. Par contre, c'est une vraie question dans le sens où les modalités de financement vont colorer la proposition de revenu inconditionnel. Et donc, si je dis par exemple, on va financer le revenu inconditionnel en supprimant la protection sociale, c'est pas la même chose que de dire je vais financer le revenu inconditionnel en augmentant les impôts sur les tranches supérieures de revenus, par exemple. À titre personnel, ma proposition, c'est de dire le revenu inconditionnel peut remplacer toutes les prestations sociales auxquelles il se substitue parfaitement et avantageusement. Parfaitement, ça veut dire que l'objet doit être exactement le même. Avantageusement, ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit être supérieur à la prestation qui est remplacée, à celui de la prestation qui est remplacée. Ça veut dire que si on met en place un revenu inconditionnel tel que je l'ai présenté, le RSA a aucune raison d'être conservé. Le montant du revenu inconditionnel est supérieur, l'objet est le même, garantir un niveau de revenu, alors c'est pas le même, là, suffisant. Même chose pour les allocations familiales, le revenu inconditionnel est versé de la naissance à la mort, il n'y a aucune raison de conserver les allocations familiales. Par contre, pour tout ce qui est assurance maladie, pour ce qui est chômage, je reviens sur le cas de la retraite après, assurance maladie et chômage, l'objet n'est pas le même. L'assurance maladie, évidemment, c'est faire face à des coups durs en matière de santé. Et le chômage, l'idée, c'est de garantir, d'assurer un certain train de vie en cas de perte d'emploi. Donc du coup, dans mon optique, on conserve le chômage. Se pose la question de la retraite. La retraite conduit à prolonger des inégalités justifiées par l'emploi après la fin de l'emploi. Et avec des copains-copines décroissantes, on se demande dans quelle mesure ce ne serait pas pertinent de commencer la mise en œuvre du revenu inconditionnel par la mise en place d'une retraite unique. En se disant en quoi c'est juste. On ne voit pas pourquoi ce serait juste de prolonger ces inégalités à la fin de la carrière, d'autant plus que ces inégalités en fait ne sont pas juste prolongées, mais sont accentuées. Si vous avez eu la chance d'avoir un salaire particulièrement élevé pendant toute votre carrière, en fait, il y a de fortes chances qu'arrivé à la retraite, vous soyez propriétaire, voire multipropriétaire. Donc,
En fait, ça me fait rire parce que quand on a discuté sur les retraites, c'est un point, un angle mort de la discussion sur les retraites que je passe ma vie à soulever en disant si on a 2 SMIC dans sa vie, on est probablement propriétaire à la retraite et donc on a moins de charges après que si tu es smicard toute ta vie, tu as moins de charges des propriétaires et donc tu as en plus un loyer quand tu es à la retraite. Donc du coup, on se dit pourquoi pas une retraite inconditionnelle. Une retraite inconditionnelle, et à ce moment-là, le jeu sur la plan, dans une logique de mise en œuvre, ce serait d'abaisser progressivement l'âge de départ à la retraite, en quelque sorte, pour qu'on puisse finir par être à la retraite dès la naissance, en substance. En substance, c'est ça. Je dis juste ça, mais après, on pourrait faire aussi une autre critique de la retraite, dans le sens, mais parce que ça rejoint la question de la valeur travail. La retraite a de sens que dans une société dans laquelle on passe plus de 40 ans de notre vie à bosser à plein temps. Et il y a un côté absurde aussi à se dire vivement qu'on ait 67 ans pour pouvoir profiter pleinement de la vie. Il y a un côté, donc du coup, du côté des décroissants, on va plutôt dire il faut remettre en cause de manière radicale la place de l'emploi dans la société et dans notre vie. Quitte à supprimer la retraite, mais il faudrait réussir à se dire est-ce que la retraite a encore un sens quand on travaille 2 jours par semaine? Je manifeste comme beaucoup à chaque fois qu'il y a une nouvelle proposition de réforme nulle qui sort, mais je me dis que nos horizons sont tristes. Que si on en est juste à se dire la retraite, quand on a trimé toute sa vie, on a bien le droit à une retraite, je me dis, pour moi, c'est nul, pour mes enfants, c'est nul. On est capable de proposer des horizons plus enthousiasmants, en fait. Et du coup, ça passe, de mon point de vue, par une remise en cause radicale de la valeur travail, entendue comme survalorisation de l'emploi, qui fait que c'est par l'emploi que, dans notre société, on se réalise. C'est par l'emploi qu'on acquiert de l'estime de soi, de la reconnaissance sociale, du lien social. Le revenu inconditionnel conduit à remettre en cause de manière radicale la valeur travail en disant, en fait, non, c'est pas dans l'emploi que tout se joue. Et fort heureusement. En fait, figurez-vous juste une société dans laquelle il n'y a pas de bénévoles. En fait, c'est une société dans laquelle moi, j'ai pas envie de vivre. C'est une société qui est juste triste. Enfin, oui, non, mais précisément. Mais en fait, c'est tout le problème. En fait, quand chez les décroissants, quand on milite pour le revenu inconditionnel, ce qu'on essaye de défendre, c'est la vie sociale. La vie sociale, c'est ce qui n'est pas valorisé aujourd'hui, économiquement. Et on dit, du coup, ça ne compte pas. Mais on a pu voir, avec le confinement, par exemple, que, en fait, la vie sans vie sociale, c'est nul. C'est pas une vie qui mérite d'être vécue. Donc, le revenu inconditionnel permet de reconnaître notre statut de bénévole dans la société. Ma position, c'est, en fait, tout le monde travaille. Tout dépend de la définition qu'on a du travail. Moi, je vais utiliser une définition du travail, là, pour l'occasion, qui est travail comme contribution. Et donc, tout le monde contribue. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde a un emploi. C'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi qu'on ne contribue pas. Je prends un exemple très très simple, l'exemple que je prends tout le temps pour tirer le fil, et puis, prendre un cas extrême, juste pour montrer mon raisonnement. J'affirme que, je suis un adepte de belote coinchée, j'affirme que lorsque je joue à la belote coinchée, je contribue à l'enrichissement collectif. Quand je joue à la belote coinchée avec mes amis, je contribue à l'enrichissement collectif. Donc, je pourrais dire, lorsque je joue à la belote coinchée, je travaille. Au sens de, je contribue à produire le gâteau. Mon raisonnement est le suivant. Si je décide de créer une association dont le but est de lutter contre l'isolement des personnes âgées, et dans le cadre de cette association, j'envoie des salariés organiser des après-midi jeux dans les EHPAD, je peux faire le pari que tout le monde sera d'accord pour dire que ces gens travaillent. Les gens que j'envoie dans les EHPAD travaillent. Si je n'envoie pas de salariés, mais j'envoie des bénévoles pour organiser ces après-midi jeux avec les pensionnaires d'EHPAD, je peux faire le pari que tout le monde autour de la table sera d'accord pour dire que ces gens contribuent à l'enrichissement collectif et réalisent un travail. Si, par malheur, ces bénévoles, à force d'organiser les mêmes après-midi jeux dans les mêmes EHPAD, finissent par se lier d'amitié avec les pensionnaires de la maison de retraite, est-ce que leur contribution à l'enrichissement collectif aura disparu pour autant? Donc, si je joue avec des amis, quel que soit leur âge, qu'est-ce que ça change? Mon raisonnement, c'est si on se dit que ça change quelque chose, ça veut dire que créer du lien social, c'est utile. Entretenir le lien social, ça vaut rien. Notre premier rôle dans cette société, c'est d'entretenir le lien social, de faire en sorte, d'entretenir la vie sociale, de faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose plutôt que rien. Et on a tendance à passer sous silence cette contribution qui est inestimable, en se disant, bah non, mais ça vaut rien. Sauf que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Le maintien de la vie sociale, c'est primordial dans les deux sens du terme. Primordial dans le sens de premier, primordial dans le sens de indispensable. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Le revenu inconditionnel vient juste reconnaître ça, poser ça, dire on ne peut pas imaginer que des gens aient un emploi si, en premier lieu, on ne s'est pas assuré que ces emplois avaient un sens parce qu'il y a la vie sociale derrière et étaient possibles parce qu'il y a la vie sociale dessous. Le revenu inconditionnel me semble fort aussi
parce qu'il y a une proposition qui permet d'attaquer frontalement toute la rhétorique de l'assistanat. Donc qui consiste à opposer ceux qui ont un emploi et qui contribueraient à ceux qui n'ont pas d'emploi et qui ne contribueraient pas. Là, ça revient à dire, en fait, tout le monde contribue et il s'agirait maintenant de le reconnaître. C'est ça la position. Quand même un bémol, tout le monde n'est pas bénévole. Oui. Et aujourd'hui, quand on voit la plupart des associations qui tombent, parce qu'on a une partie des seniors qui ne sont pas renouvelés par les nouvelles générations qui arrivent sur ces milieux-là, comme aujourd'hui on le vit dans le monde syndical. C'est-à-dire que la relève, elle n'est pas derrière nous. Alors qu'il y a une partie de notre activité qui crée de la valeur, qui est pour l'intérêt collectif. On n'a pas de relève derrière. Il faudrait quand même que le revenu universel, s'il est contrepartie de rien, il est au moins contrepartie d'un lien social. Moi, ma position là-dessus, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin de demander une contrepartie de lien social. Pour le dire autrement, des personnes qui refuseraient le lien social ne devraient pas être pénalisées en disant « Ah là là, vous avez décidé de vous couper du reste de la société, du coup on vous coupe le revenu inconditionnel par exemple ». Mais enfin, c'est plutôt des comportements qui viennent interpeller la société. En fait, c'est une pathologie. Le fait de refuser tout rapport social, tout lien social, toute relation sociale, c'est une pathologie. Enfin, ou alors c'est le signe que la société n'arrive pas à les intégrer correctement. Si je prends l'exemple de la belote coinchée, c'est vraiment pour dire que la contribution à l'enrichissement collectif, elle est partout. Il n'y a pas besoin d'être militant dans une association reconnue d'intérêt général pour contribuer à l'enrichissement collectif. Le simple fait de se soucier de la vie avec ses voisins, de se soucier de la vie avec ses amis, etc., ça permet de faire en sorte qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. De ce point de vue-là, on est tous bénévoles. J'essaye dans un de mes livres de voir à quoi ça pourrait ressembler, quelqu'un qui ne contribue pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas participer à la vie sociale? Et en fait, c'est compliqué de trouver des exemples de gens qui ne participent pas à la vie sociale. Moi, d'une manière générale, je suis contre la décroissance. Et de ce que tu expliques, hein, excuse-moi Baptiste, il y a un moment donné, il faut quand même contribuer d'une manière ou d'une autre. Et je suis pourtant pour le revenu universel parce qu'effectivement, économiquement, ça peut fonctionner. Tu peux préciser pourquoi tu es contre la décroissance? Parce que ça tire vers le bas. Et je pense que l'homme, il a besoin d'améliorer son statut, il a besoin de nourrir ses enfants, il a besoin de changer un petit peu sa vie, sa condition. Donc moi je veux bien changer ma vie, ma condition, mais dans une amélioration de ma condition. Et pas dans une décroissance qui participe au final à l'appauvrissement de tout le monde. Je suis d'accord pour le revenu universel, pour justement favoriser un petit peu toutes les chances à chacun, mais j'imagine comme une sorte de CPF dans les entreprises, où à partir, je vais arrêter là parce qu'il y a d'autres questions, à partir de ce CPF, d'améliorer sa condition, comme toi tu es professeur, tu as un revenu universel, ça te permet d'aller de faire tes études et après de contribuer. Donc comme à la manière d'un CPF, une fois qu'on a ce revenu universel, d'améliorer sa condition et de contribuer après, que ce soit bénévolement ou pas, mais bon, même si c'est le mieux, c'est pas bénévole. Et je parle de ma condition de retraité, je suis bien content d'être à l'UNSA, de travailler à moitié bénévolement, mais quand même d'améliorer mon niveau, si tu veux, à la fin du mois. Et pas que gratuitement et désintéressé totalement. Je fais des choses désintéressées, mais à ce moment-là, c'est du vrai plaisir, si tu veux. J'ai du plaisir à travailler à l'UNSA et j'en suis très heureux. Mais à un moment donné, il faut valoriser, sinon ça devient, comme tu le disais, du dumping à l'emploi. Si on parle du postulat, que la nature de l'homme est jalouse, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup parlé des hommes, mais plus des mécanismes, de comment on pourrait imbriquer les choses les unes avec les autres. Mais la nature de l'homme, je pense que c'est important quand on essaye de changer des comportements. Et il faudra changer des comportements si on tend vers la sobriété. Je ne suis pas décroissante, mais la sobriété, je pense que la plupart ici, on peut adhérer à la sobriété et on voit très bien qu'on est dans une société de surconsommation avec toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir. Mais comment est-ce qu'on peut faire accepter psychologiquement à des personnes de consentir des sacrifices parce qu'ils ont grandi dans certaines normes et les normes de la société actuelle, c'est-à-dire d'aller travailler, de ne pas compter ses heures, d'être un bon ouvrier, un bon cadre, enfin bref, un bon employé. Comment est-ce qu'on peut leur dire du jour au lendemain, vous allez changer de mode de vie, vous allez voir des amis, profiter du soleil, etc. Parce que c'est un peu ce qu'on entend
qu'on entend à côté et comment est-ce qu'on peut leur demander de passer l'éponge sur tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour que d'autres qui ne consentent pas de sacrifices et qui n'aient pas le même niveau puissent jouir d'un revenu universel qui leur permette au final de faire quoi si on ne fait pas changer les comportements? Parce que sans faire de populisme, on a pu voir à certains moments cette année où est-ce qu'allait l'argent dans les magasins Sephora, chez Lacoste et compagnie. Du coup, comment est-ce qu'on peut dire aux gens on vous donne l'équivalent d'un SMIC et inconditionnel, je trouve le mot gênant. Où est-ce qu'ils vont mettre cet argent? Et on ne peut pas demander aux gens qui bossent et qui se restreignent. Du coup, même si vous avez en partie répondu à cette question, mais pas à la nature humaine, comment on peut demander aux gens qui se restreignent et qui font des sacrifices d'accepter que cet argent augmenté soit dépensé dans des choses où c'est certainement un jugement de valeur, mais utile pour la plupart des travailleurs. Alors que faire tourner son yacht pour un mec qui est blindé et qui a des exonérations de cotisations sociales, c'est vrai que là, pour le coup, mais bon, c'est comme les questions d'allocation de rentrée scolaire, c'est des sujets. Donc, si on donne de l'argent aux pauvres, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Alors que les riches, on se pose jamais la question. Dans ce que vous avez présenté, c'est particulièrement intéressant, mais effectivement, je rejoins Naiwen, la nature humaine telle qu'on la connaît, ça nécessiterait un lavage de cerveau complet pour arriver à déconstruire des normes et des choses qui sont ancrées dans la société telle qu'on la connaît, depuis l'instinct de propriété dont vous parlez, jusqu'à plein de choses qui sont la valeur travail. Et je vais faire peut-être un peu l'avocat du diable, mais à l'heure actuelle, on entend beaucoup, et on peut le comprendre, beaucoup de discours un peu réacs sur oui, mais celui-ci, il fait rien pour la société, alors c'est normal qu'au final, on lui demande des comptes. Je me fais l'avocat du diable. Par rapport au RSA, donc celui-ci, on va lui demander de travailler 15 heures, parce qu'effectivement, il fait rien. Il contribue à rien, donc c'est un peu normal qu'on lui demande des comptes. Dans la société idéaliste dont je rêverais, quid des moutons noirs, c'est-à-dire de celui qui veut rien faire pour contribuer à la vie sociale, de celui qui reste chez lui alors qu'il ne contribue mais vraiment quasi à rien de la vie de la société, et comment le justifier face à d'autres qui, eux, sont pleinement dans une contribution active. Mais quid de ces moutons noirs? En fait, c'est la notion de justice derrière qui me... Par rapport aux anciennes normes, hein. Moi je suis très normée comme fille, j'aimerais bien arriver à me dire que c'est faisable, mais comme Naiwen, je m'interroge sur la nature humaine et sur la réalisation, la faisabilité de tout ça. J'ai pas bien compris le raisonnement par rapport au chômage. Si on considère que c'est un revenu de substitution, de remplacement, on l'appelle comme on veut, on supprime tous les autres, si on suit la logique, puis ce serait remplacé par ce revenu inconditionnel. Pourquoi maintenir le chômage dans ce cas-là? Bah, du coup, je réponds à celle-là d'abord, c'est la plus simple. Mon idée, c'était, avec l'indemnité chômage, on assure un train de vie particulier. Et donc, du coup, si je gagne, je sais pas, 2500 € par mois et que je perds mon emploi et que je dois me contenter du revenu inconditionnel à 1100 €, on peut trouver ça injuste. Donc, du coup, ce qui va se passer vraisemblablement, c'est qu'on va avoir des mécanismes privés d'assurance du train de vie. Et quitte à mettre en place des systèmes d'assurance du train de vie, autant que ce soit des assurances collectives, socialisées. Mais le système proposé, il tendrait à avoir une espèce d'égalité, un système même égalitariste, sauf on n'a pas expérimenté une époque, du temps des soviets, on va dire, où le balayeur était censé gagner autant que le médecin. Bon, on ne sait pas si c'était réellement exact, mais en tout cas, on sait ce qu'il est advenu du système. C'est pas un bon exemple égalitariste parce que précisément, conserver une répartition des tâches qui est profondément inégalitaire, même en mettant en place une égalité des revenus,
c'est pas du tout égalitariste. Ce que je conteste, c'est l'organisation hiérarchiste de notre société. Je n'aime pas une société dans laquelle il y a des gens qui sont balayeurs vu le peu de valorisation symbolique, sociale, économique de ces tâches-là. Il est 12h22, je vais aller très très vite pour répondre à chacune des questions. Alors, il y avait la question de la méritocratie, il y a un petit moment, ça a été répondu, ça me va. Sur la question de la nature humaine, je ne crois pas à cette histoire de nature humaine que nous vendent les économistes. Nature humaine, dans le sens de homo economicus, nous sommes des individus intéressés, calculateurs, mus par notre intérêt égoïste bien compris. Je pense qu'on est ça, mais on n'est pas que ça. On est aussi des individus altruistes qui nous soucions des autres, qui sommes capables de coopérer. Et ce qui fait qu'on va plutôt s'orienter vers telle ou telle de ces options, c'est le cadre social. C'est les normes sociales qu'on décide de mettre en œuvre. Il y a un bouquin très bien là-dessus, très facile d'accès, de Christophe Darmanjat, qui s'appelle « Conversation sur l'origine des inégalités », où il présente le fonctionnement des sociétés égalitaires. Et alors égalitaire en matière économique, il y a des inégalités hommes-femmes, il y a des inégalités jeunes-vieux, etc. Mais donc il dit, en fait, dans ces sociétés qui fonctionnent avec une égalité économique, il y a des gens qui sont comme vous, comme moi, qui sont aussi vicieux que nous, qui sont aussi généreux que nous, tout pareil. Simplement, le cadre est différent et du coup, ils se comportent différemment. Il y a des principes qui disent, on partage. En fait, c'est plus que des principes, c'est des normes. Il faut partager. Alors bien sûr, dans ces sociétés, comme dans n'importe quelle autre société, il peut y avoir des filous. Il peut y en avoir qui jouent pas le jeu, etc. Mais le simple fait de poser la norme qui dit, en fait, on partage, et si on partage, on se met hors norme, eh ben, ça permet d'orienter les comportements. Aujourd'hui, on a des normes qui sont tout l'inverse de tout ça, qui disent, en fait, l'objectif, c'est la réussite, et la réussite, c'est au détriment des autres. C'est pas une réussite collective, c'est vous allez avoir la possibilité de gagner plus que les autres, etc. On n'est pas dans une logique de partage. Et donc, évidemment, ce qui ressort de tout ça, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme, et c'est assez logique. Donc, c'est juste une question de normes. Enfin, je ne pense pas qu'on soit condamné, enfin, que l'humanité soit condamnée par sa nature qui serait nécessairement mauvaise. Je ne pense pas que nous soyons bons par nature, je ne pense pas que nous soyons mauvais par nature. On est un peu de tout ça, et on a la chance de pouvoir gérer ça au mieux avec de la politique. Sur la logique qui conduirait à dire, en fait, on en a bavé. On en a bavé pour être là où on en est. On a dû faire des sacrifices, travailler trop, produire trop, tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment accepter que ceux qui nous suivent échappent à tout ça? En fait, j'ai peur que ce soit une logique de bizutage, où on se dit, en fait, nous on en a chié, du coup il faut que tout le monde en chie, il n'y a pas de raison. Alors que j'ai le sentiment que le progrès social, c'est ça en fait. C'est des générations antérieures qui font sans doute plus d'efforts que les générations futures, et qui en feront déjà plus que les générations qui viendront encore après. Je ne suis pas sûr par ailleurs que le sort des générations futures, même si on adopte un revenu inconditionnel, sera vraiment meilleur que le nôtre. Moi j'ai 2 enfants et je me dis qu'on est en train de leur préparer un monde qui est juste nul. Donc du coup, à la limite, s'ils ont la possibilité de tirer un petit peu leur épingle du jeu en passant un peu moins, une partie un peu plus faible de leur vie à surproduire et à surconsommer, peut-être que ce ne serait pas forcément injuste. Ce qui m'a conduit à parler quand même, à dire 2 mots sur la décroissance. Alors il faudrait une autre intervention spécifique sur la décroissance pour vraiment tout détricoter, mais je ne sais pas si vous avez... je ne sais pas quelle vision vous avez de la décroissance. Pour le dire autrement, par rapport à ce que tu disais, je ne vois pas comment on peut opposer sobriété et décroissance. Si on est d'accord sur le fait que la société de consommation, c'est une société de surconsommation, je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, mais si on est d'accord là-dessus, en fait, ça veut dire qu'on produit trop. Donc, produire moins, on appelle ça une décroissance. En fait, c'est un recul du PIB, c'est une décroissance. Et c'est une remise en cause aussi des objectifs, des impératifs de la décroissance. Ma conviction, c'est que dans tous les cas, on n'échappera pas à un recul du PIB. C'est-à-dire que notre mode de vie aujourd'hui, il repose sur des tas de choses qui ne sont pas durables en termes d'énergie, en termes de pollution. On sait que ce n'est pas durable. On ne peut pas, aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, on ne peut pas respecter l'accord de Paris, on ne peut pas suivre les préconisations du GIEC, tout en ayant une augmentation du PIB. Ça n'est pas possible, dans l'état actuel de nos connaissances. Donc, sauf à miser sur un bond technologique
on ne sait pas faire, on ne l'a jamais fait. On a des PIB qui augmentent parce qu'on a des crises climatiques et qu'on est obligé de reconstruire ce que la nature a cassé. Alors ce serait juste un artifice comptable à ce moment-là, mais en gros, le PIB tel qu'on le conçoit aujourd'hui dans le sens de augmentation de la production, ça implique une augmentation des flux de matière, et ces flux de matière, ils sont source de prélèvements dans des ressources qui sont épuisables, et de déchets, avec toutes les conséquences de la pollution et des émissions de CO2 notamment qui nous posent problème. Sortir de ce cycle-là, ça supposerait de trouver une source d'énergie abondante, décarbonée et du coup très rentable, peu cher. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On ne sait pas faire. Donc il faudrait imaginer quelque chose, mais ça me semble déraisonnable de parier dessus. Et en fait, mon raisonnement, c'est de dire le revenu inconditionnel pourrait être très utile dans cette optique-là, parce que, alors je ne sais pas si vous avez lu la BD de Jean Covici et Blin sur Le Monde sans fin. Jean Covici fait référence au nucléaire comme d'un parachute ventral. Il dit en fait, dans une logique de transition énergétique, nous avons impérativement besoin du nucléaire. À titre personnel, je ne suis pas complètement d'accord avec lui, mais admettons, nous avons besoin du nucléaire comme parachute ventral pour amortir la chute. De mon point de vue, dans une optique de transition écologique et solidaire, nous avons besoin du revenu inconditionnel comme parachute ventral aussi. Parce que cette transition écologique et solidaire, elle va remettre en cause tout un tas, et les syndicats doivent se saisir de cette question, elle va remettre en cause tout un tas d'activités qui aujourd'hui, on le sait, sont nocives pour notre mode de vie futur, pour les générations futures, pour la planète, les autres habitants, etc. Aujourd'hui, on n'a pas les outils pour dire cette usine, le monde se porterait mieux si elle n'était pas là. Du coup, en fait, il faut la fermer. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui bossent dedans, etc. Le revenu inconditionnel, il permettrait d'amortir le choc. Ouais, d'amortir le choc, de pacifier ce type de dépassionner ce type de discussion. De mêler justice sociale et justice environnementale. Je ne dis pas que c'est suffisant, mais à minima, il faudrait au moins ça. Il faudrait au moins ce revenu inconditionnel comme parachute ventral. Et puis par ailleurs, le revenu inconditionnel permettrait sans doute de se rendre compte que nous ne souhaitons pas la croissance. En fait, vous l'avez dit à travers vos différentes interventions, si on met en place un revenu inconditionnel d'un montant suffisant, à 1 100 €, il y a fort à parier qu'il y a une partie de la population qui décide de se contenter de ces 1 100 €. Mais si on décide de se contenter de ces 1 100 €, pourquoi est-ce qu'on essaye de produire plus ? C'est quoi notre objectif en fait si on se dit il faut créer des emplois pour produire plus, pour consommer plus, etc. alors qu'on voudrait se contenter de 1 100 €? En fait, ça veut dire que ce à quoi on aspire, c'est davantage de temps libre et moins de consommation. Et la question qui se pose, donc si on se dit mais oui, mais si on met en place un revenu inconditionnel à 1 100 €, est-ce qu'on ne va pas consommer tout et n'importe quoi, etc. Qui sera encore OK pour produire tout et n'importe quoi? En fait, il faut trouver des gens à arriver pour produire. Tout et n'importe quoi. Tu dis? Il dit celui qui achète tout et n'importe quoi. Non, parce que... Ouais, mais alors, du coup, la question c'est, est-ce qu'il y aura suffisamment de gens, OK, pour produire tout et n'importe quoi? Si on a la possibilité de faire tout à fait autre chose, c'est en ça que, à mon sens, le revenu inconditionnel, vraiment, il est révélateur de notre aspiration pour la décroissance, pour les questions d'inégalité avec la question de l'extrême richesse. Tu parlais des yachts. Je prends souvent l'exemple d'un propriétaire d'une franchise de sport US aux États-Unis qui avait un yacht. Et sur son yacht, il avait un terrain de basket. Et le problème quand vous jouez au basket sur un yacht, c'est qu'il peut arriver que le ballon tombe à l'eau. Et donc, pour parer à cette éventualité, il avait embauché quelqu'un dont le rôle était d'aller chercher le ballon quand il tombait à l'eau. La question qui se pose, c'est d'une part, est-ce que c'est légitime d'avoir ce type de yacht? De mon point de vue, non. C'est pour ça que je milite également pour un revenu maximum. Mais dans tous les cas, quand bien même il aurait un yacht, ce super riche, est-ce que si on met en place un revenu inconditionnel, il trouvera encore des gens qui seraient d'accord pour aller récupérer le ballon à l'eau quand il tombe? Je fais le pari qu'on en trouverait beaucoup moins. En fait, ne pas pouvoir miser systématiquement sur l'exploitation, ça fait que notre mode de vie, notre surconsommation, elle n'est plus possible. C'est en cela que c'est révélateur de notre aspiration pour la décroissance. Ce qui me conduit à revenir sur la question de l'autoritarisme. Quel autoritarisme il faudrait pour mettre en place un revenu inconditionnel? En fait, quel autoritarisme il faut aujourd'hui pour maintenir notre société? Quand on dit, là on a bien réfléchi, il faut qu'on fasse des économies, on va les faire sur les chômeurs. En fait, c'est une forme d'autoritarisme qui nous semble complètement banale parce que c'est comme ça que ça marche depuis tout le temps. Mais c'est juste scandaleux.
Non, mais d'accord. Non, mais du coup, Et ça va se traduire par un vote Que- autoritarisme. Pascal. du coup, en fait, l'idée des militants militantes du revenu inconditionnel tel que je voulais présenter, S'il vous plaît, on termine. c'est plutôt favoriser l'émancipation et l'autonomie. Alors, à titre personnel, sur le plan politique, je me définis plutôt comme anarchiste, dans le sens où je remets en cause l'État en tant que relation de domination entre des gouvernants et des gouvernés. Je me dis, il y a mieux à faire en termes de prise de décision que de nommer des chefs, quand bien même à la majorité, qui vont prendre des décisions à notre place. Je me dis, il y a moyen de mettre en place des mécanismes de démocratie directe qui font que, qui soient des mécanismes de prise de décision qui ne soient pas à la majorité mais au consentement, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas systématiquement une minorité qui soit dominée par une majorité. Je défends le revenu inconditionnel dans cette optique-là, mais surtout, et ça peut être une conclusion, en fait, toutes les questions qu'on se pose là sur la mise en œuvre du revenu inconditionnel, du coup, je ne reviens pas sur la question des expérimentations, etc. Je ne reviens pas dessus. Toutes les questions qu'on se pose sur la mise en œuvre d'un revenu inconditionnel, de mon point de vue, elles ne sont pas pertinentes parce que aujourd'hui, je défends le revenu inconditionnel essentiellement comme une expérience de pensée. Mon raisonnement, c'est le jour où on sera en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel tel que je vous l'ai défendu, tel que je vous l'ai présenté. Ça voudra dire qu'une majorité au moins de la population sera raccord avec la société qui va avec ce revenu inconditionnel. C'est-à-dire qu'une majorité de la population se dira oui, il faut arrêter d'exploiter les gens. Oui, sans doute qu'il faut accepter de consommer moins pour pouvoir produire moins, etc. Et donc le jour où on sera en mesure de mettre en place ce revenu inconditionnel, la société aura déjà changé en fait. Du coup, Il faut d'abord quelque chose. Il faut commencer par là. et c'est tout l'intérêt que je vois au revenu inconditionnel. C'est-à-dire que le revenu inconditionnel permet de pointer tout de suite une bonne partie des problèmes qu'il y a dans notre société. La question des tâches pénibles, la question de la place de l'emploi dans notre société, la question de notre rapport avec les autres habitants de la planète. Généralement, il y a la question d'immigration qui vient, etc. Mais en fait, à chaque fois, moi, mon mantra, quand je parle de revenu inconditionnel et je réponds aux objections, c'est pas sûr, c'est pas grave, ça se gère. Et en fait, pour toutes les questions, on peut dire c'est pas sûr, c'est pas grave, ça se gère. Et au fait, comment on gère dans notre société aujourd'hui? Changeons dès maintenant la manière dont on gère ces questions dans la société. Et sans doute qu'on n'aura pas besoin du revenu inconditionnel, en tout cas pas dans la forme que je vous ai présentée. C'est pour ça que la question de l'inflation, je ne reviens pas non plus dessus. Il y aurait des manières de répondre, évidemment. On peut parler de l'ESS, on peut parler du service public. Il y a des manières de répondre à cette question de l'inflation, mais en fait, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on transforme la société pour ne pas avoir besoin du revenu inconditionnel tel que je vous l'ai présenté. Et en fait, ça suppose des mesures, des propositions qui sont beaucoup plus radicales que celles qu'on peut porter aujourd'hui. Sur la question des tâches pénibles, vous l'avez vu, ça suppose des propositions qui sont beaucoup plus radicales. Sur la question de la retraite, même chose. Ça suppose des propositions qui sont vachement plus radicales. Et l'enjeu, c'est alors, avec le revenu inconditionnel, d'imaginer un horizon qui me semble désirable, de voir qu'effectivement, il y a plein de questions que ça pose, et c'est cool. Et il faut se les poser dès maintenant, pour essayer d'ouvrir un peu notre horizon. Parce que, aujourd'hui, encore une fois, je vous le dis à vous, mais je pourrais le dire à n'importe quel syndicat, avec ma casquette de critique du travail, de la valeur travail, notre horizon, il est triste, il est vraiment moche. Il y a tellement mieux à proposer, tellement plus enthousiasmant. Justement, on va essayer d'y travailler nous tout à l'heure. Merci Baptiste. Pour tout vous dire, dans nos premiers échanges, Baptiste m'avait dit mais moi je suis plutôt décroissant, tout ça, est-ce que ça va pas un peu percuter avec qui vous êtes? Et je lui avais dit, on est là pour réfléchir, pour discuter. On a été porteur d'un amendement sur la question de la croissance, mais n'empêche que dans notre diversité, le but, ce que je répondais aux copains de la FCS sur notre fil d'échange, le but, avec la venue de Baptiste, c'est pas de dire, où est-ce qu'on signe pour son modèle. Le but, c'est de nous faire réfléchir, c'est d'avancer ensemble, et puis d'échanger sur un certain nombre de sujets, de les prendre sous un angle un peu différent de nos habitudes, et puis pour pouvoir avancer ensemble. Donc merci beaucoup. J'ai proposé à Baptiste de rester déjeuner avec nous, je ne sais pas si ça te convient, et du coup si vous avez d'autres choses, laissez-le quand même un peu manger, mais en tout cas il est encore un peu avec nous. Merci à vous tous, et puis aux personnes qui ont pu participer à la visio. On essaiera de refaire ce genre de choses. Je crois que ça nous aide à réfléchir. Merci encore.